Nous, on veut tuer les 3,5 en fait. On est contre le 3,5. Pourquoi t'as 2 murs? Pourquoi t'as une chambre? Un bon courtier hypothécaire, c'est un problem resolver. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est quelqu'un qui amène des résultats, là. Ça, excuse-moi, j'aurais dû le dire en premier, parce qu'il peut tout avoir ce que j'ai nommé avant, là, mais show me the money. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes clés et de leur domper ton problème. C'est pour ça que tu les paies. Ça pourrait être un siplex de type standard, mais avec des espaces communs phénoménal. T'as vu du monde qui le fait? Non. Ah, pas encore. Non, je donne l'idée comme ça, là. Je pense à un Ford que lui a créé la chaîne de montage, tu sais, où il a vraiment industrialisé la chaîne de montage, où lui, il a vraiment trouvé l'astuce rapidement d'être pas dans les opérations. Le co-living, c'est des espaces de travail qui favorisent la collaboration entre travailleurs pigistes de différentes industries. Lui, c'est ça son struggle. C'est comme, comment je fais pour... Je veux me dégager du temps. L'homme le plus riche, ou un des hommes les plus riches sur la Terre, son enjeu est de trouver du temps. Alright tout le monde, aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Jean-Charles Goyesh, un investisseur, un entrepreneur, un père de 6 enfants, 600 portes, yes 600 portes guys. Il est impressionnant, je l'ai vu sur les réseaux sociaux depuis très longtemps, je regardais tes trucs et ça m'a tellement impressionné, j'ai dit, you know what, pour mes consommateurs, pour mon audience, il faut avoir Jean-Charles. J'ai donné un coup de fil, boum, ça a été assez simple, tu m'as dit let's go, j'aime ça. On y va. Merci Jean-Charles d'être ici aujourd'hui, si tôt le matin. J'apprécie. Merci de l'invitation, j'apprécie. Boum. Et regardez comment il est habillé. Je l'ai dit tantôt, un investisseur stylé, parce qu'il en manque. Au Québec, il en manque un peu partout. C'est quand on est ici dans l'immobilier, on est tout le temps à l'extérieur, donc c'est très facile d'être à l'aise, d'être en jogging, d'aller voir nos locataires vraiment à l'aise. Mais Sharp, je ne vais pas toujours voir les locataires en cravate, tu sauras, mais je te renvoie le compliment aussi, tu es tout le temps très sharp. J'apprécie. Alors, merci Jean-Charles. Donc, pour commencer, pour te présenter, j'aimerais ça que tu fasses une petite présentation. C'est qui Jean-Charles? Depuis combien de temps que tu fais ça? 600 portes, c'est énorme. Félicitations, c'est un grand accomplissement. C'est impressionnant. Puis l'objectif, c'est aussi de parler d'une niche en particulier qui est les petites unités. Ouais. C'est ta spécialité. Donc, on veut comprendre c'est quoi ce genre d'investissement, pourquoi c'est en demande, comment que les gens voient ça, pourquoi l'économie a besoin de plus. Donc, beaucoup de questions. Donc, on va commencer par juste simplement une présentation d'abord. Cool. Comme tu dis, co-living, spécialité. Dans le fond, moi, j'ai fondé avec ma femme... juste avant la pandémie, un Rebelle Hôtel, qui était une entreprise qui se voulait à l'origine faire de l'hôtellerie, donc de l'hôtellerie de petites unités. C'était vraiment, ça nous allumait, l'hospitalité et tout. Et aujourd'hui, c'est la transformation. Hein, on évolue, on se peaufine avec le marché, on s'adapte aux nouvelles réalités. Donc, on s'est de plus en plus spécialisé dans le multilogement de type petite unité. Encore le concept un peu de l'hospitalité, puisque tous nos logements sont chauffés, éclairés, meublés. Donc, c'est vraiment du tout inclus, là, les services. Je veux dire, nous, on a des clubs de course et des clubs de lecture dans nos immeubles. Là. Donc, on s'en reparlera si tu veux qu'on parle un peu plus du co-living comme tel, qu'est-ce que c'est. Mais bref, nous, on est vraiment... on est vraiment drivé par les communautés, créer des communautés. On habite dans les Laurentides. Petite équipe. On gère une petite société de gestion de développement. Donc, 600 unités, mais attends, là, je t'entendais dire ça. Il y en a quand même, tu vois, j'en ai 98 à Dorval et 120 à Granby qui sont en construction, qui devraient être livrés dans les prochains... Probablement être à 800 bientôt, là. Non. 300 en opération et un 300 en développement. Là. OK, je vois. En construction, ou sur le point d'être livré. Curiosité, comment tu as fait pour aller si rapidement? Des fois, ça prend 20 ans pour quelqu'un pour développer autant. Est-ce que c'est du partenariat? Est-ce que c'est quoi dans ta vision? Puis donc, les investisseurs sont comme all-in. Je pensais à ça hier soir, avant que je dors, parce que je savais que le podcast était ce matin. Et là, j'ai dit, comment ce mec a fait pour
grandir si rapidement. Puis j'ai regardé tes podcasts pour me préparer, puis j'ai vu que tu connais ta vision, tu sais où est-ce que tu vas. Puis habituellement, ceux qui ont le plus de réussite, c'est du monde qui croit à leur projet, qui fait en sorte que les gens, ils suivent automatiquement. Ils donnent l'argent, ils te font confiance rapidement. Je te dirais, on est en retard sur notre plan quinquennal. Tu sais, ça a l'air rapide, là, mais je veux dire, moi, c'est vraiment pas assez vite. Là. C'est pas assez vite. Si on n'avait pas eu la crise des taux, si on n'avait pas vécu cette polycrise, finalement, qui nous a frappé dans les 3 dernières années, on aurait atteint nos objectifs qui étaient des objectifs, à notre avis, assez conservateurs. Là. Je veux dire, si 100% si tu te mets à 100%, un Olympien, là, cette année, c'est les Olympiques. C'est de la folie de dire que tu es le meilleur au monde dans une discipline. Là. Ça, c'est de la folie. Là. Mais si tu fais 100% de tous les sacrifices, 100% de tous les efforts, 100% de ta vie qui est orientée vers ton objectif, c'est pas de la folie. Non. Combien de fois on a vu dans des Olympiques là, la médaille d'argent pleurer de déception? Là? Comme ça, il y a une raison pourquoi. Donc, tu dis que c'est normal que quand tu mets tous tes efforts, que tu arrives au bout du résultat. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous avions un objectif extrêmement précis avec un roadmap extrêmement précis, puis on a tout mis les efforts pour se rendre à notre roadmap. Fait qu'il n'y a pas de secret, là. C'est ça que j'essaie de dire. Tu me demandes de t'informer, c'est quoi le secret? There's no secret. Et c'est quoi ton objectif ultime? De dominer le marché du co-living à l'international. Comme pour nous, le co-living, c'est quelque chose de... C'est une réponse actuellement à la crise de logement. C'est une réponse au manque d'espace. C'est une réponse à la revitalisation d'actifs. C'est une réponse à l'isolement qu'on vit avec nos... Tu me parles de tes réseaux sociaux depuis tantôt, puis c'est comme... Avec mes enfants, je le vois, là, comme... On est obsédé par notre image, on est obsédé par nos médias sociaux, on est obsédé, mais tout ça dans notre salon, toute seule, tu sais. Mais pour nous, le co-living, c'est d'aller créer, c'est community-driven, là, c'est de créer des espaces pour les communautés, de briser l'isolement. Ouais. Comme moi, j'espère faire une différence dans la vie, puis pour moi, oui, l'immobilier, c'est moyen, mais le chemin pour se rendre, whatever. Moi, c'est la conquête de l'Europe. Ça, on rentre dans le marché. Là. Ah oui, OK. Mais écoute, je ne vais pas perdre une phrase ou un mot que tu dis, donc juste rapprocher un peu plus du micro. Je m'excuse. Il n'y a pas de problème. Ton micro, c'est ça. Il faut que je retienne. C'est différent. Je suis pas habitué. C'est différent. C'est tellement impressionnant. C'est tellement inspirant. Tu vas aller en Europe? Tu veux là, en juin, on part ça fait déjà deux missions commerciales qu'on fait en Europe. Là, on a fait une au mois d'octobre. On est allé au MIPIM aussi. C'était au mois de mars. Et au mois de juin, on s'en va développer en Autriche, là, à Vienne. Il y a vraiment un gros marché pour le co-living et en France. Donc, c'est vraiment 2 marchés. Nous, on est des opérateurs. On détient nos actifs et on les opère. OK? En Europe, c'est très rarissime, ce modus operandi-là. Okay? Les propriétaires détiennent leurs actifs et il y a des sociétés de gestion. Et nous, d'avoir le mindset de l'opérateur qui détient un actif, c'est pas les mêmes décisions qu'on prend quand on a le souci financier de propriétaire. Donc, quand tu as fait les recherches de où est-ce que tu peux aller pour investir, tu n'as pas pensé aux États-Unis, tu n'as pas pensé à nos voisins des pays plus proches. Tu as dit, you know what, je vais faire les choses différemment parce que je suis différent. On va aller en Autriche. Non, ben là, attends, il y a une conjoncture qui fait... Il y a plusieurs raisons. La première, c'est tes relations toujours. Okay. Les contacts. Nous, on est dans des réseaux internationaux. J'ai un gros réseau aux États-Unis et j'ai un gros réseau international. Donc, autant en Inde... en Inde, là tu m'allumes. Là. T'es indien, quoi? Non, je suis pas indien, mais c'est notre voisin, donc je suis du Sri Lanka. Sri Lanka? Qu'est-ce que tu fais en Inde? Ben, en fait, appelle-moi. Non, mais tu sais quoi? Moi, j'ai un de mes très, très bons amis qui a comme 9000 lits en Inde. T'es pas sérieux? Mais c'est un Québécois? Attends. Non, c'est un Indien. Okay. Et lui, il a comme 5000 unités, mais il a 9000 clients.
Parce que eux, le co-living, c'est rendu qu'ils mettent 2 personnes dans une unité. Là-bas, c'est. Là, tu vas me dire, il y a une. Oui, on 9-10 personnes dans on se comprend. On se comprend. Là, il y a d'autres enjeux démographiques, il y a d'autres enjeux de gestion de l'espace, mais je veux dire, ils organisent eux, ils ont des clubs de danse. Ils sont dans un autre niveau, là. Ils font des festivités. Mais tu sais, c'est très. C'est fou. Tu sais, il est rendu. Lui, c'est un ancien hôtelier, là. Et lui, il fournit même la nourriture. Là. Il fournit comme 6 repas par semaine. Là, je pense que c'est 6 soupers. Les gens s'occupent de leur déjeuner. Bref, le modèle est comme encore plus avancé ailleurs qu'ici. Nous, on est les pionniers au Québec, mais tout le monde, on a de l'air bizarre. Tu me dis, on est différent, on fait différent. Hey, il n'y a rien de différent dans ce qu'on fait. Là. Nous, on fait un MeToo de ce qui se fait à l'international. Là. C'est juste que là, comme moi, je veux merge. Je veux dire, Ivano et Cambridge, là, on sait, là, c'est la branch immobilière de la Caisse de dépôt. Elle a investi 250 millions aux États-Unis pour du co-living. Là. Incroyable. Parlant des compagnies, c'est quelle compagnie qui est, si tu as envie de le dire, qui t'aspire? OK, ça, c'est des grands compétiteurs que j'ai un jour, là, je veux être dans le même espace qu'eux. Il doit y avoir des compagnies qui sont dans ce milieu, right, de co-living, qui sont énormes, qui ont des portefeuilles. Il y a pas de. Je dirais là, 3 brands, là, si j'ai à nommer 3 brands, il va y avoir Co-Lifer, que j'adore. Il va y avoir Joy-V en France, qui a comme. Je pense qu'il gère pas loin de 4000 unités. Mais c'est des gestionnaires. Tu sais, quand tu me dis inspiration, il y a. Non, c'est OK. Je veux dire, il va y avoir Jay là, de Curated Living en Inde. Lui, je trouve ça impressionnant ce qu'il fait. Wow. Au Québec, au niveau du co-living, au niveau de l'immobilier, moi, un entrepreneur comme Vincent Cara, c'est très inspirant pour moi. Monsieur Lino Saputo, c'est vraiment inspirant. Des grands bâtisseurs d'empires immobiliers, pour moi, ça, c'est vraiment inspirant. Maintenant, dans le co-living, je dirais l'hôtellerie, pour moi, c'est vraiment aussi d'autres industries qui m'inspirent beaucoup, beaucoup. Mais dans le co-living, il n'y a pas de... Il n'y a pas Il n'y a pas quelqu'un qui domine autant pour faire du bruit. Il n'y a pas le Evergrande là, du co-living. Là. Blackstone, non, il n'y en a pas. C'est des fonds d'investissement. Ouais. Maintenant, il y a des fonds qui investissent dans le co-living. Puis pourquoi Vienne, pourquoi Paris, pourquoi on cible certaines villes et non les États-Unis, juste pour revenir à ça, c'est qu'il y a des conjonctures financières là-bas favorables au co-living. J'ai développé des relations autant bancaires là-bas que légales, que des propriétaires qui veulent nous donner en gestion des actifs là-bas d'envergure. Et ça, ben, parce que je fais partie de Mastermind de co-living international. Puis aux États-Unis, le community gate puis les concepts de condo, c'est encore très... Le co-living, on dirait aux États-Unis, un petit peu moins près. Ils font beaucoup de co-living parce qu'il y a comme 3 sortes de co-living. Là. Oui. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais co-living court terme, co-living résidentiel. On va dire le nomade co-liver puis le résidentiel. Donc, 1 an et plus. Nous, on fait que du résidentiel. Donc, c'est des baux d'1 an, etc. Aux États-Unis, ils font quand même pas mal de co-living. Il y a beaucoup de petits co-living, mais c'est du co-living de type hôtellerie, comme court terme, 3 mois, 6 mois, 9 mois, chose qu'on ne fait pas, nous. Question pour toi. Okay, pour les gens qui se demandent, quand on parle de co-living, c'est quoi exactement le co-living? Studio, c'est une chambre, c'est des 2 chambres, c'est une cuisinière, c'est quoi exactement? Puis, deuxième question par la suite, pour pas que j'oublie parce qu'on rentre dans plusieurs sujets, c'est pourquoi c'est en demande actuellement économiquement. Et aussi, j'ai entendu parler, quand tu disais que les villes, aussi au Québec, on va parler de Québec ici, sont en faveur. Donc, c'est plus facile, c'est plus rapide d'aller chercher les permis, à moins que je me trompe. Donc, on va aller avec la première question. Qu'est-ce que le co-living? Ouais. Le co-living, c'est... on sait c'est quoi le coworking, right? Bien sûr. C'est connu, notre audience sait ce que c'est, le co-living. Là. Donc, le coworking, pardon, c'est des espaces de travail qui favorisent la collaboration entre travailleurs pigistes de différentes industries. Et on peut créer, donc, super creative-driven, community-driven, créer des relations
créer des projets et créer des résultats que tu n'aurais pas dans ton sous-sol ou assis sur ton bout de lit dans le télétravail à la maison. OK? Le co-living, c'est la même philosophie. OK? Donc, on prend on va y aller très théorique, là. C'est un bâtiment avec beaucoup de petites unités. OK? Parce que les unités, tu sais, dans une propriété standard, là, je veux dire, t'en finances des dizaines, là, c'est pas des centaines, des propriétés standards, c'est des chambres avec la cuisine, tu sais, 3 chambres, 4 chambres, un sous-sol, tu sais, un espace de vie, etc. Nous, on bâtit un bâtiment comme ça, mais avec 100 chambres. Et au lieu d'être une chambre, ben, on transforme ça en studio. Donc, tu peux quand même te nourrir dans ton logement. Tu as une cuisinette, tu as un lit, tu as une salle de bain complète. Donc, tu es 100% autonome. Mais on s'assure que ton espace, c'est pas un espace de vie comme 100% autonome, lui. On va pas te mettre un salon et une table de billard dans ta chambre. On va pas te mettre une table de baby-foot ou un espace de gym, là, tu sais. Ça, il faut que tu sortes. Puis on veut favoriser la sortie. En fait, maintenant, les gens, ils viennent chez nous parce qu'ils veulent pas être dans un 3,5, 4,5. Nous, on veut tuer les 3,5, en fait. On est contre le 3,5. Pourquoi tu as 2 murs? Pourquoi tu as une chambre? C'est mieux d'avoir un studio, un petit espace. Tu vas payer moins cher, mais je vais te donner accès à tout le complexe. Et dans le complexe, ben là, c'est là où tu peux avoir des espaces vraiment intéressants comme une salle de création, une salle de, je sais pas, des casse-têtes. Là, on est rendu qu'il y a des gens il y a des amateurs de casse-têtes, tu sais. Ça me fait penser à un hôtel. Tu as une chambre avec une toilette. On achète des hôtels qu'on convertit, là. Ouais. OK? Donc, c'est comme un hôtel libre-service. Sauf que là, tu crées encore plus d'espace favorisant les échanges. Maintenant, parlons d'argent, économiquement. À quel point c'est... Là, tu veux pas que je réponde à tes 2 sous-questions de tantôt? Tu vois, c'est pour ça que j'ai... Faut pas que tu fasses 3 questions si tu veux pas. Soit que tu fais des questions puis je réponds juste à une. C'est ça, c'est un cherry pick. Deuxième. C'est pour ça que je me connais. Je sais que ma tête, elle roule à fois 100. Alors, je suis déjà... Hey, je suis là, man. On est 2. Boum. Let's go. Deuxième. Pourquoi? J'ai oublié, par exemple. Économiquement, oui. Les maires, les villes, tu dis qu'ils sont en faveur, puis c'est plus facile. Ben, tu me posais la question tantôt, puis je... Mais même les banques. Au domaine bancaire, c'est parce que c'est vraiment intéressant parce on prend du volume. Donc, au niveau du pied carré, on est capable de mettre beaucoup, on densifie beaucoup nos bâtiments. Donc, ça, les banquiers, ils aiment les métriques de ça. On revitalise des actifs. Donc, très rapidement, on est rentable. Contrairement à une construction, là, je vous dirais, entre le moment qu'on fait une promesse d'achat sur un terrain puis le moment qu'on a fini de bâtir un 100 logements, on peut étaler 3, des fois 4 ans. Là, okay? Dans notre cas, un 100 logements sur un bâtiment revitalisé entre 12 à 24 mois. Okay? Donc, plus rapide au niveau de l'argent qui roule, tu sais, pour le banquier et pour avoir une forme de maturité ou de standard, c'est-à-dire de standard, finalement. Là. OK? Maintenant, pourquoi les villes sont favorables à ça? C'est parce que nos prix sont quand même vraiment intéressants, tu sais. Quand tu payes pour un studio, tu ne peux pas payer comme, je sais pas, le prix d'un 4,5, là. OK? Donc, tu vas aller... Nous, notre taux moyen est environ de 850 $ à 1 000 $. OK? Je dirais comme... Disons, on va faire une règle de pouce aujourd'hui, là. 1 000 $ pour un studio. OK? Chauffé, éclairé, meublé. Wi-Fi, gym, club de course, porte d'accès, ascenseur, limite. OK? Disons à 1 000 $. OK? Une personne à faible revenu ou une personne avec un revenu dans la classe moyenne va être en mesure de pouvoir avoir un budget discrétionnaire pour dépenser dans l'économie locale plutôt que s'il va avoir un loyer de 1 500 $ plus toutes ses dépenses. Tu sais? Donc, son 500, 600, 800 $ qu'il ne dépense pas dans son logement, où il va aller le dépenser? Dans l'économie locale. C'est ça. Il va aller au resto, il va porter ses chemises au nettoyeur, et il va aller au club vidéo. Hein? Non. Mais tu comprends, il va aller utiliser, c'est une blague. Mais il va aller, il va utiliser. Blockbuster. Ouais, c'est ça, je cherchais, en plus c'est ça, je cherchais Super Club Vidéotron. Non, mais tu sais, il va aller utiliser les commerçants locaux.
Tu sais, il va aller prendre la microbrasserie, le micro-torréfacteur, il va aller se faire au Kiro. Tu sais, il va utiliser son budget plus que s'il est au maximum de sa capacité et qu'il met 2000 $ par mois dans pour s'abriter, finalement. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de cela, j'imagine que, mettons qu'on prend l'exemple d'un 4,5 ou un 5,5, toi, tu es capable de faire 2, 3 Ben oui, espaces dans cet espace. absolument. Et ça veut dire que tu viens de créer 3000 $. Mettons que c'est 1000 $, c'est 3000 $ versus lui qui paye 1500 pour un. Ouais. Il y a des petites subtilités. Tu sais, il faut qu'on signe un bail avec que tout le monde est conjointement et solidairement responsable du bail, etc. Il y a des petites subtilités qu'on fait ça. On n'a jamais pratiqué le split de 5,5 là, dans notre portfolio, mais ça se fait. Je l'ai vu. On mentor quelques jeunes qui font ça pour se partir. Puis ça fonctionne très bien. Tu sais. Il y a juste certaines petites subtilités. Mais oui, c'est du petit co-living. À la base, c'est ça, là, le co-living, là, je veux dire, les communautés religieuses faisaient du co-living quand ils étaient, tu sais, les moines, là, tu sais, là, les trappistes, les pères trappistes, là, qui faisaient le fromage, etc. Là, c'était une vie de co-living. Dans les châteaux en Europe, tu sais, la vie dans une forteresse, là, où tu avais le forgeron, l'agriculteur, tu sais, celui qui avait les poules. Nous, notre communauté, par exemple, les Sri Lankais, les Indiens, les Chinois, le monde de l'Asie, ils viennent ici puis ils font de l'éco-living. Ils viennent, puis depuis très longtemps, les gens ne comprenaient pas comment ces communautés vivent ensemble dans un 5,5, mais ils avaient ce concept depuis très longtemps. Même si on va en Asie, c'est pas même pareil. Mais oui. C'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus économique. Puis ça, vous officialisez ça, vous rendez ça un peu plus corpo et vous voulez amener ça à toute la population complète. Le plus de gens possible. Le plus de gens possible parce que tout le monde y gagne. La communauté gagne, quand on parle du municipal, mais la revitalisation d'actifs, là, c'est précieux. Là. Tu sais, ici, on est dans tes bureaux. Okay? Tes bureaux, c'est une revitalisation d'actifs. Moi, quand j'étais enfant, je disais ça à ma femme quand on est venu ici. Je dis, hey, quand j'étais enfant, ma mère elle venait me magasiner les vêtements directement de manufacturier ici. Toi aussi. mais pour vrai, là, elle dit pourquoi? Parce qu'elle ne connaissait pas l'astuce. Je dis, ben, c'était les économies ou c'était le manufacturier. Tu achetais directement du manufacturier. Je ne sais pas pourquoi, en fait, mais c'était comme. Le secteur Chabanel, c'était ultra manufacturier, textile, vêtements. Et aujourd'hui, ben, il y a une revitalisation, c'est du industriel, du bureau. Il y a une revitalisation du secteur. La revitalisation d'actifs, le repositionnement, le redéveloppement, c'est une astuce immobilière extrêmement précieuse pour une municipalité. Parce que c'est cyclique, hein, des secteurs. Je pense à Griffintown, à Montréal, qui était extrêmement déplorable il y a 20 ans. C'est un secteur qui était déplorable et pourtant, à l'entrée de l'ETS, géographiquement très bien positionné. Aujourd'hui, c'est le secteur qui a eu la plus forte croissance. Question pour toi. Est-ce que c'est plus facile maintenant? Tu me dis que les villes sont en faveur, donc à quelle vitesse on peut aller chercher les permis puis comment ça fonctionne de ce côté-là? Chaque ville, tu sais, nous, on est en région, là. Ouais. On est dans les Hautes-Laurentides, de Mont-Laurier à Rigaud, Trois-Rivières, Dorval, Granby, tu sais, on est... Donc, c'est plus vite là-bas, j'imagine, non? En région, il y a... En fait, ça dépend du type d'actif qu'on revitalise. Tu sais, nous, on achète des résidences pour personnes âgées, on achète des hôtels, on achète des couvents, on achète on se porte acquéreur de beaucoup de types de bâtiments qui ne sont pas nécessairement faciles à repositionner. Donc, on travaille beaucoup avec les villes. C'est soit des changements d'usage, des changements de permis, des changements de zonage, des PPC moi, le PL13 là, de France-Hélène Duranceau, là, tu sais, le projet de loi 13 qui waive tout le volet de consultation publique et finalement, qui ralentissait le dossier, ben nous, on l'évoque souvent dans nos projets actuellement parce que ça peut ralentir. Comme tous les projets, je veux dire, je pense pas qu'on est différent au niveau municipal, c'est juste qu'on arrive avec une forte densité et on revitalise un actif
dans un secteur parfois important pour la ville. Donc, on a quand même... on a souvent l'appui du politique. Puis si, mettons qu'un investisseur qui regarde, qui est inspiré, puis il fait ses recherches, puis il commence dans tout ça, imagine que le réseau est important, donc ça va être plus facile toujours pour quelqu'un qui est déjà dedans, mais il va avoir plus de facilité à construire, à développer ce genre d'investissement que quelqu'un qui veut construire un 32, 42 logements simples. Tu dirais ça? Je pourrais pas comparer parce que je ne bâtis pas. On n'a jamais construit un 32 ou un 60 logements ou un duplex. Là. On n'est pas des builders, on revitalise des actifs. Donc, c'est toujours des bâtiments qui sont déjà existants qu'on remet en fonction. Ils sont tous vacants pour la plupart. Donc, c'est pas. Okay. Je ne vis pas cet enjeu-là. Maintenant, pour quelqu'un qui voudrait débuter, est-ce que c'est plus facile de débuter avec une revitalisation d'actifs ou une construction neuve? C'est sûr que c'est plus facile avec une construction neuve. Il n'y a pas d'imprévu. Ça prend des ovaires ou des couilles de fer faire face à des imprévus. Et quelqu'un qui débute n'est pas nécessairement outillé à faire face aux imprévus. Donc, la construction neuve, un six-plex, en fait, je conseillerais à quelqu'un qui débute de ne pas avoir affaire avec de la génie mécanique. Donc, aucune mécanique de bâtiment. Donc, un six-plex, un huit-plex, où chaque bâtiment est comme un condo, finalement, indépendant. Pour moi, c'est ce que je conseillerais à mes enfants, tu sais. Parce que c'est difficile de réactiver un système de chaufferie, que tu fais une conversion mise aux normes avec les efficiences énergétiques d'aujourd'hui, avec des systèmes de gicleurs, d'ascenseurs, de bassins de rétention, de stationnement, avec une ventilation, avec des normes de génie dans même les... Mais aujourd'hui, à chaque fois qu'on rachète des bâtiments, là, c'est nouveau aussi de nouveaux codes du bâtiment, on doit avoir des inspections de revêtement. Donc, les façades doivent être... On a vu là, plein de bâtiments avec les façades se sont détachées. Là. Donc, ça, c'est des nouvelles normes. Donc, les enjeux, les imprévus rajoutent un facteur stress que je crois que la construction neuve de petite densité peut éviter. Et est-ce que c'est plus... Les revitalisations que tu fais, c'est combien de logements environ en moyenne? Tu prends des 6 logements, des 12 logements? Non, c'est des 100 unités. Des 100 unités, OK. Ouais, c'est des grosses unités. Ben, wow. Aujourd'hui, nos plus petits étaient de 30... Ouais, c'était des 30 unités. Nos plus petits, c'était des 30... OK, ça, c'est pas possible? Genre, de faire ça dans des petits logements? C'est parce que c'est pas que c'est pas possible. C'est que ton espace commun, il doit être amorti sur un volume. Pour que ta communauté vive, tu dois avoir comme peut-être 10, 12, 15 personnes. Je dirais le plus petit qui peut être intéressant, c'est un 12-15. Mais tu n'as pas besoin d'avoir un 12-plex. Tu peux avoir un 6-plex puis avoir 12 personnes. Si tu fais un 12-plex avec toutes des 2 unités, puis t'as comme la cour, là, t'as comme le pavillon outdooring, t'as une piscine creusée, t'as la cuisine extérieure, tu sais, t'as le jardin, tu te mets une petite serre d'abondance, je sais pas, moi, t'as un atelier de vélo, de mécanique, t'as un gym dans le garage à l'arrière. Tu sais, ça pourrait être un six-plex de type standard, mais avec des espaces communs phénoménal. T'as vu du monde qui le fait? Non. Non, pas encore. Non, je donne l'idée comme ça. Là. non, mais nous, c'est ce qu'on fait, tu sais. Ouais. Mais aujourd'hui, si j'avais à faire un six-plex, c'est sûr que je le fais comme ça, là, un petit resort dans un six-plex. Pourquoi les gens ne le font pas? C'est coche infinity, là, c'est pas efficace au financier. Tu sais, je veux dire, je sais pas pourquoi. Au niveau des opérations, t'es comme t'as 2 clients, fait que ton six-plex, tu viens à gérer 12 baux, 12 collègues de loyer. C'est plus payant. Mais oui. Mais c'est plus de travail. Tu veux reposer la question? Non, c'est assez simple. C'est plus de travail. Plus de travail, mais en volume, si tu commences à faire ça. Il faut que tu sois prêt à travailler. Ouais. Tu veux du volume, C'est intéressant. Et alors, parlons de rendement maintenant. Right? Est-ce que les rendements, est-ce que tu as un moyen de rendement si tu compares avec le même 30 logements pour 30 logements simples versus 30 logements où tu fais du co-living? C'est quoi la différence? On parle de combien en pourcentage? Je ne pourrais pas parler en pourcentage absolu parce que je ne fais pas de comparable logement pour unité co-living.
la seule comparable que je peux faire, qui est une métrique qu'on fait avec la SCHL, c'est le pied carré, le prix locatif au pied carré. Okay? Donc, notre prix au pied carré est oscille entre 3,50 et 5 $ du pied carré locatif. Actuellement, dans le marché, on oscille, dépendamment des grandes unités, très grandes unités, on va tomber en 1,50 $. Mais disons, un comparable, un 3,5 ou un 4,5 standard, on va être en du 2 $, 2,50 $ du pied carré. Donc, on est pratiquement le double. Wow, c'est incroyable. Mais ça ne veut pas dire au niveau de la rentabilité, parce que notre dépense est peut-être un petit peu supérieure. Inévitablement. Bien sûr. Parce que je vais avoir un gestionnaire de communauté. Tu n'as pas ça dans un Ciplex, là. Tu n'as pas quelqu'un qui est là pour organiser le karaoke night, là. Mais tu t'associes avec des gens qui sont à l'interne, qui vivent là-bas. Oui, il y a des communautés. Il y a des comités. Exactement. Ouais. C'est comme dans les écoles. Tu sais, quelqu'un, le président des... Ben là, nous, on essaie de ne pas trop faire de hiérarchisation, parce que ça fait de la subordination. Puis dans une communauté, c'est pas trop bienvenu, là. Donc, on est plutôt dans le consensuel et communauté loisirs, communauté activité, communauté vert, là, comme tout, ils gèrent les plantes, ils gèrent les semis, ils gèrent notre potager, ils vont gérer, on a un aquarium dans un immeuble, tu sais, tout le vivant, là. Et j'imagine que tout a été digitalisé, donc ils ont des groupes sur Facebook. C'est où on a des applications, en fait. Nous, on a deux, on utilise... Là, actuellement, on est en train de se repositionner, là, donc je peux pas vraiment donner des grands conseils sur nos technologies de gestion de communauté, parce que oui, là, c'est des groupes WhatsApp, il n'y a rien de magique derrière ça. Nous, on a développé un système de communication locataire-locataire. Donc, ça, c'est avec Zoho là, qu'on a développé custom à l'interne. On avait un développeur pendant plus qu'un an là, qui a travaillé. Puis là, aujourd'hui, je pense, shout-out à Francis, qui est notre responsable des coms, qui est vraiment qui est tout le temps en développement de notre outil, puis les communications, tu sais, aussitôt qu'il y a quelque chose, communication à tous. Tu sais, donc, ça, c'est vraiment, vraiment pertinent. Et là, prochainement, dans notre bâtiment de Granby, on va intégrer la technologie Un Valet, qui est là, vraiment le NEC Plus Ultra, qui est vraiment une application. Donc, le locataire va avoir une application. Nous, on va avoir la domotique aussi dans le logement, les caméras, tout va être sur l'application. Même, on a un restaurant en bas là, dans notre immeuble. Tu vas concevoir l'application toi-même? Genre, tu es en train de le fonder, l'application? Non, Un Valet, c'est une compagnie compagnie québécoise de Gatineau, là, donc très locale, qui est extrêmement performante. Je pense qu'ils ont 50 000 unités locatives. Ils ont des brevets avec Amazon et FedEx, là, comme, disons, FedEx ou Amazon peut rentrer jusqu'à la porte du locataire parce que le code barre permet d'identifier le livreur et de débarrer la porte, tu sais, et non le laisser dans le lobby. Là, ouais. Donc, ça, c'est un brevet. Tu sais, donc, ils ont vraiment toutes sortes de technologies. L'ascenseur, elle ouvre juste avec ton téléphone. Elle sait que tu es locataire. Elle t'amène directement au 3e étage. Wow. Tu comprends? Wow. Non, c'est... Moi, dès qu'ils sortent de leur logement, l'œil magique peut baisser le chauffage, shut out l'eau. Ça peut aller très gros, là, leur compagnie. Là. Ah non, oui. C'est une entreprise extrêmement... il y a beaucoup de knowledge. Je suis très, 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 très fier de collaborer avec eux. Autant pour le gestionnaire que... ça scanne la plaque de ta voiture puis ça ouvre ton stationnement. Tu n'as même plus besoin de toucher, là. Mm-hmm. Tu sais, pas besoin d'amener ça ouvre la porte de garage puis tu rentres dans le stationnement intérieur juste par la lecture de... Non, sont vraiment dans l'intelligence artificielle, sont vraiment dans les technologies. Nous, comme je disais, on a un restaurant en bas dans notre établissement, mais sur l'application, tu vois le menu, tu commandes ton menu, comme un Uber Eats interne, là, tu sais. Wow. On a des petites salles de massothérapie, ben, tu peux réserver ton... Donc, tu crées des marchés pour toi à l'intérieur de ton entreprise. Mais oui. Incroyable. Mais oui. Mais ça demande énormément de gestion. Tu as combien d'employés? Pas tant de gestion que ça. Ça demande beaucoup d'efficacité.
d'efficience dans le travail. Les technologies nous aident beaucoup. Je veux dire, on a une petite équipe là, pour le nombre de locataires. J'ai une personne une personne française aux communications marketing, on a une personne comme contrôleur financier, on a une personne aux investissements développement, on a une personne à la gestion immobilière. Je veux dire, on a une personne à la location. On est peut-être 7-8. Puis les restaurants, c'est pas toi qui gères, alors c'est Non. comme tu les loues. Ouais, c'est un bail commercial. Incroyable. Incroyable. Puis cette personne-là, moi, c'est un 120 logements là, qui vont manger 3 jours semaine chez vous. Là. C'est excellent qu'on... Ah oui. J'imagine qu'il habitait aussi là-bas. Ça serait. On veut toujours, hein? Wow, c'est. Et parlons de. Donc, avec les banques, tu dis que c'est facile. Les c'est financements- facile. Non, j'ai jamais dit que c'était facile. Tu m'as entendu dire que c'était facile avec les banques? Plus simple. Plus simple? Je sais Non? pas. Avec les villes. Avec les villes. Avec les banques. C'est quoi ton expérience avec les banques? C'est comment on dit ça? La lutte gréco-romaine. C'est Je sais même pas c'est quoi ça veut dire quoi. la lutte gréco-romaine, c'est un sport olympique, tu sais. Ok, non. Non, il faut que tu sortes du... J'apprends. OK. Paris 2024 cet été, là. Ah Tu vas oui? voir la lutte gréco-romaine. Gréco-romaine. Oui. Ok. C'est comme du sumo, genre? On peut dire. Ouais? Ouais. Ok. On a chacun nos... Ouais, c'est Pas du seulement. sumo. C'est du sumo. Je fais du sumo avec les banques. Donc, la préparation est importante, j'imagine. La gestion documentaire est précieuse. La préparation, tu as raison. Le financement est dans le conventionnel, c'est 35%. Et plus, dans les CHL, j'imagine, en fait, tu sais, c'est 15% de mise de fonds et plus. Donc, autre que ça, il y a des conseils. C'est du cas par cas. Ouais. C'est du cas par cas parce que nous, dans le milieu du multirésidentiel, ben, on a les programmes comme APH Select. Oui. Mais quand on bâtit puis on est vide, est-ce qu'on va chercher un APH Select avec un bridge? Est-ce qu'on fait juste un bridge de construction? Est-ce qu'on fait un conventionnel? Il y a différentes stratégies. Et est-ce que tu travailles-tu avec des prêteurs privés? Absolument. Oui. Absolument. Ben oui. Tu as besoin d'un deuxième joueur, là. Appelle-moi next time. En fait, tu sais quoi? On est toujours ouvert, donc c'est sûr. Moi, j'y crois, c'est pour ça que j'étais là. Ben, on est là, tu sais, on est là, puis c'est vraiment important. Sinon, autre que ça, les systèmes, on a parlé des systèmes, Soho, un valet, c'est bien ça? Ouais. Un valet. Y a-t-il d'autres systèmes que tu utilises? Y a-t-il d'autres systèmes qu'on utilise? Pour le Wi-Fi, il y a une compagnie. Pardon? Pour le Wi-Fi, y a-t-il des compagnies que tu utilises pour. Il y a des Wi-Fi, il y a des compagnies qui Ouais, mais spécialisent là-dedans. c'est pas significatif. Ça n'a pas d'incidence sur l'expérience client. Ultimement, tu sais, on a des TBL, des Wi-Fi Plex, mais maintenant, avec Bell, tu sais, il n'y a pas un vrai enjeu Non. au niveau d'être un fournisseur de services Internet. C'est important, c'est crucial aujourd'hui d'avoir une excellente Internet fournie à tes clients. Point final. Maintenant, tu veux la monétiser, tu la fournis, tu veux la monétiser, c'est normal. Mais que tu passes par un système qui gère qui gère quoi, finalement? Qui gère tes plaintes ou qui... Je veux dire, c'est ça ta société de gestion. Tu sais, c'est de gérer... D'abord, j'aurais une société de gestion de poubelle, sinon. Tu sais, non, mais... Non, je comprends. Et je vais pas rentrer dans les chiffres. Tu es ouvert avec ça. Let's go, on y va. OK, je veux comprendre. En fait, je veux savoir à quel point c'est plus rentable ou plus lucratif, ce genre de choses. As-tu des statistiques? Je sais que tu ne compares pas nécessairement avec des vrais logements, mais tu es là-dedans parce que c'est beaucoup plus payant aussi, right? Oui, tu aides la communauté. Oui, il y a le côté philanthropique, je dirais. Aider à aller plus loin, C'est très capitaliste, là. C'est pas tant... Bon, OK, t'es capitaliste, parfait. Donc, non, mais je veux dire, c'est pas tant... on fait pas de bénévolat. Donc, c'est très payant. Est-ce que c'est très payant? T'es en beau soute aujourd'hui, là, tu sais. C'est payant, hein? Non? C'est payant. Vendre de la crème glacée, c'est payant. C'était le meilleur à vendre de la crème glacée, là. Chaud.
vendre des siplex, avoir des siplex, ça peut être très payant. Si tu vends bien tes siplex, tu gères bien tes dépenses, tu payes bien, tu payes pas cher, tu loues cher, tu refinances. Je veux dire, tout est une question de performance dans ton travail. Est-ce que c'est plus payant le co-living? Non, je pense que c'est moins payant. Là. Dans l'absolu, je crois que c'est moins payant, mais aujourd'hui, nous, on travaille à rendre la rentabilité de l'actif. Mais est-ce que c'est plus payant? Je ne sais pas si c'est plus payant. Est-ce que c'est la compagnie que tu veux augmenter en valeur? La capitalisation? Oui. La création de valeur de la compagnie. Ben non, mais c'est rentable, là. Don't get me wrong. Okay. Est-ce que c'est plus rentable qu'un immeuble traditionnel? Moi, je pense que oui, là. Je pense que oui, mais il y a plus de travail. Il y a plus de travail parce que tu dois trouver tes deals, tu dois fabriquer tes deals. C'est du volume. Comme je dis, c'est des bâtiments de 50, 75, 100, 120, 140 unités. Donc, c'est des efforts marketing, des efforts de location considérables. Ouais, c'est comme une business. C'est considérable. Un immeuble, tu mets sur Kijiji. Ben, des immeubles de 100 unités, c'est 1 million plus de revenus bruts. Là. C'est une business. Chaque immeuble est une business. C'est sûr que tu as le même champ de business. C'est décomposé, on regarde le NOI, puis plus que tu réduis tes dépenses, plus que ta performance est importante. Mais tout est dans est-ce qu'on fait des bons investissements? Est-ce qu'on achète des bons actifs? Jusqu'à est-ce qu'on la disposition ou le refinancement est pertinent? Pour quelqu'un qui veut débuter, c'est quoi la meilleure façon? Parce que tu sais que tu donnes des cours, tu sais que tu éduques des jeunes investisseurs à embarquer dans ce genre de projet. C'est quoi les premières étapes qu'ils devraient faire? Ben, d'écouter ça, c'est déjà une excellente étape. D'être là avec nous live, là, ça, c'est déjà une excellente étape. Ça, c'est la meilleure étape, en fait. Ça permet de dire si tu aimes ça ou tu ne veux pas embarquer ça. D'être continuellement en mode apprentissage. Being coachable. Être réceptif à apprendre. Extrêmement important. À tous les jours, je me positionne comme un élève de la vie et à tous les jours, je me positionne comme quelqu'un qui veut apprendre quelque chose aujourd'hui. Puis tant sur temps que tu apprends, tu es meilleur qu'hier, puis tant sur temps que tu es meilleur qu'hier, tu peux performer pour tes enjeux de demain. Mais il faut que tu sois toujours en mode apprentissage. Écoute. Pas comme cocky douchy, là. Juste écoute. Écoute tout le monde, tout le temps. Après ça, ton jugement, ton discernement va faire le travail. Mais moi, j'apprends des jeunes, j'apprends de mes employés, j'apprends de mes transactions, des seniors. Je veux dire, moi, je lunch avec des octogénaires régulièrement. Des vieux loups de l'immobilier, là, puis je crave pour toute leur expérience, même si c'est déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. Tu sais, mais il y a tout le temps, il y a quelque chose de très important de se mettre en mode apprentissage. Ton réseau et l'importance de bâtir des relations avec des banquiers, des courtiers, parce que je sais que tu es bien plugué là-dedans. Oui, mais c'est un travail continu. Tu sais quoi? Les brokers, c'est le best. Tu sais, comme les gens, ils doivent fréquenter les courtiers hypothécaires, que ce soit pour apprendre les dernières tendances hypothécaires ou de souscription SCHL, que ce soit pour... C'est comme ton rôle d'éduquer tes clients aussi, là. Oui. Quand tu leur fournis leur petite liste d'épicerie, puis des fois, il est comme... Quoi, tu veux savoir si s'il y a eu, je sais pas, une hypothèque légale sur mon bâtiment, comme qu'est-ce que c'est? Ou, que tu les éduques. Tu les éduques et c'est un rôle pour un broker d'éduquer. Puis il y en a comme... C'est tellement important. Il y en a tellement des pas bons dans le marché. Puis que quand tu as des bons brokers, tu restes avec, tu développes... C'est pas toi qui devrais envoyer des cadeaux à Noël, c'est eux qui devraient t'envoyer des cadeaux, là. Non, mais moi, j'envoie des cadeaux à mes brokers. C'est eux qui... C'est la relation, elle est bidirectionnelle. Qu'est-ce que tu cherches dans un bon courtier? Autant immobilier que hypothécaire. Ben, un bon courtier hypothécaire, c'est
un problem resolver. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. C'est quelqu'un qui a une approche minutieuse, sophistiquée. Je veux quelqu'un de discret quand même. Je voudrais pas avoir quelqu'un qui raconte mon histoire là, sur les médias sociaux avec beaucoup de rigolade autour de ça. Émotion. Non, mais tu sais, je voudrais pas quelqu'un qui rigole de moi, tu sais, ou comme qui m'utilise pour se capitaliser, pour avoir de l'exposure, tu sais. C'est quelqu'un qui est attentionné à son client. C'est quelqu'un qui amène des résultats, là. Ça, excuse-moi, j'aurais dû le dire en premier. C'est quelqu'un qui amène des résultats. Parce qu'il peut tout avoir ce que j'ai nommé avant, là, mais show me the money. Comme. Jean-Charles, arrête de me décrire, s'il vous plaît. C'est bon. Combien que ça prend? J'ai ouvert la porte, là. Combien que ça prend pour dire, you know what, j'ai assez de fonds. C'est relatif, je sais, mais une idée. Tu sais, si tu commences avec 50 000, peut-être que c'est un peu chaud, par exemple. Combien que ça prend dans le marché actuel? On est en 2024. Pour pouvoir dire, OK, je suis peut-être prêt pour se lancer, pour m'aventurer dans ce genre de projet. Autant en tant que partenaire. Par exemple, moi, je commence du co-living. Je commence avec le meilleur ou je commence pas du tout. Je ne me tenterai pas tout seul parce que d'un, j'ai un autre business, j'ai plusieurs autres business. Mais quelqu'un qui veut rentrer à temps plein, ça doit être pareil. Je pense que si tu veux réussir dans quelque chose, apprends des meilleurs. Je m'associerai avec toi. Je sais que tu ne cherches pas des investisseurs. On cherche toujours des investisseurs. Ah, OK, pardon. Donc, guys, il est là. On cherche toujours des investisseurs. OK, tu cherches des investisseurs, c'est excellent. Mais moi, je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Écoute, je vais répondre à ta question de manière surprenante, mais ça prend comme peut-être 5 000, 10 000 $. That's it? Écoute. OK, écoute. T'es pas prêt. Ça prend le prix, le ticket pour aller te former. I love it, I love it, I love it. Tout ce que tu as besoin, c'est du knowledge. You don't need money. Tu as besoin des connaissances. Connaissance, contact égale cash. C plus C égale C. 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 Mais connaissance, comme il faut que tu aies de la crédibilité. Tu peux pas être juste comme, tu vas pas au pique-nique puis tu fais juste manger. Il faut que tu amènes quelque chose au pique-nique. Si tu amènes quelque chose au pique-nique, ben si tu n'as pas de cash, dude, amène des connaissances puis amène du travail fort. Amène une éthique de travail. So, à 5 000, tu peux te former. Je veux dire, moi, je veux shout-out mon ami Nicolas Ray avec la MREX qui fait des excellentes formations. Moi, j'ai été un élève, comme j'ai tout fait, là, ces programmes jusqu'à un certain point. Puis j'ai adoré, j'ai appris. Nicolas, il fait des... Puis Audrey, puis toute l'équipe, là, Monsieur Claude à l'époque, c'était... Va te former. Puis je dis ça, là regarde, cet après-midi, je m'en vais à Concordia. Je suis en train de faire un cours de gestion immobilière avec, qui est, je sais pas, un autre peut-être 10K. Curiosité. Aujourd'hui, avec les réseaux, l'Internet, tu peux payer un cours privé pour apprendre. Mais toi, oui, mais tu vas pas avoir des contacts dans ton cours privé. Okay. Tu vas pas rentrer dans un réseau. Ton professeur, c'est un avocat, c'est un comptable, c'est un fiscaliste, c'est un courtier hypothécaire, c'est un pro. C'est un pro qui t'enseigne. Ben, c'est devenu c'est un mentor. Tais-toi, écoute. Tu te mets dans une position, mais c'est sûr que si tu fais un tuto avec le AI qui t'annonce comme c'est quoi sur YouTube, je sais pas qu'est-ce que tu as développé. Make sense. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu rentres dans un réseau. Les alumni, là, juste, je vais revenir à la MREX, mais juste les alumni de la MREX, c'est très, très, très collaboratif. C'est un beau réseau. Moi, j'ai rencontré un partenaire dans ça. J'ai 2 partenaires, en fait, avec le réseau de la MREX. J'ai des très bons amis. Même chose avec le club d'investisseurs immobiliers, qui est un petit peu d'une autre génération, disons ça comme ça, mais qui est un club. Il y a de belles fratries. J'ai rencontré des très bons amis, des très bons buddies dans ce club-là. Mais quand tu me parles de formation en ligne, des podcasts en ligne, toi, t'en fais, tu fais plein de contenu, tu éduques ton audience.
Il y en a d'autres organisations qui font la même chose, qui éduquent leur audience, que je trouve ça super pertinent. Moi, j'écoute ça au lieu de la radio. Tu as le choix entre écouter, je sais pas, les clowns là, de 98.7 ou 96.9 ou je sais pas trop, ou tu écoutes de la formation où tu t'éduques. Ça, tu fais ça dans la voiture, mais un groupe live, que tu show up, que tu es engagé, que tu partages avec d'autres pros, Absolument. you can't go wrong. Puis moi, tu sais quoi? C'est ça qui fait que je suis rendu à l'international. C'est que je fais ces mêmes groupes-là que je faisais ici, mais je les fais à l'international. Et là, ben, tu comme, hey, je brasse, qu'est-ce qui... T'as peut-être pas les connaissances d'un autre pays, du système, mais le fait que tu l'as fait ici et que tu veux l'apprendre et que tu as des sujets de conversation avec ces genres de personnes, ça crée des opportunités. Absolument. Honnêtement, c'est la meilleure chose à faire. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que je suis en train de faire. Partir avec 5 000? Non. Ah. Non, mais un exemple que je peux te donner, c'est... Tu connais Patrick Bet-David? Je m'excuse? Patrick Bet-David? Non. Non, c'est un grand influenceur, millionnaire, bientôt milliardaire. Et lui, il a une grande influence, médiatique aux États-Unis. Environ 20 millions de followers à travers un peu toutes ces plateformes. Et j'ai l'audacité de demander un podcast avec lui. Nice. Il y a 4 ans. Guess what? Il m'a dit non. Alors, j'ai continué à bâtir cette relation, et à un moment donné, il m'a dit, you know what? Je vais te donner ton podcast si tu rends 1 million de téléchargements en téléchargement dans tes podcasts. J'ai fait les calculs, j'ai dit, c'est impossible que au Québec, avec la niche que j'ai, je me rends 1 million. Là, j'ai commencé les événementiels. J'ai dit, OK, je vais l'inviter. Je vais prendre la porte de derrière, je vais l'inviter. Je vais le payer. C'est 100, 200, 300 000. Mais là, tout le monde paye pour avoir accès. Mais moi, j'ai accès direct avec lui. On s'entend. Et il me dit non aussi. Il me dit non parce que c'est urgent. J'ai déménagé à Miami. Il était à Texas, il a déménagé à Miami juste pour faire son argent dans les 5 miles autour. Nice. Il a refusé 2 gigs en Australie, $1 million pour 2 speeches. Il a refusé. Il m'a dit c'est urgent. Comment faire 1 million? Ah, les Australiens, là, ils sont... Ça, c'est un marché où la formation est incroyable. Les coachings, les conférences. Ouais, hein? L'Australie, là... T'as déjà été? Ouh! Tu pourrais paraître pour un Australien. Hein? T'as déjà dit ça? Là, on sort du podcast. OK, on revient. Pour continuer mon histoire, il me dit, Sir-John, même si t'es à 3 heures, là, où ce que je suis, c'est impossible. Il me donne 500 000. Mes filles, en ce moment, c'est 500 000. Puis garde ça pour toi. Évite d'autres mondes parce que moi, je veux rester dans mon secteur, dans où ce que je suis. Je veux augmenter la valeur de mon entreprise. Là, je suis déçu. J'ai dit, you know what, qu'est-ce que je peux faire? Puis je vais souvent à ces formations, ces formations qu'ils donnent. C'est des formations d'une journée ou 2 journées où toute la journée, c'est lui qui l'enseigne. C'est des heures. C'est un grand manuel, c'est pour développer ton entreprise. Ça coûte minimum 10 à 20, 30 000 $ pour atteindre ces genres de formations. Est-ce que j'avais l'idée de le faire? Et en fait, il a raconté son histoire au début quand il a commencé, il y a comme 8 ans, où tu connais Mark Cuban? Imagine Mark Cuban. Il voulait faire un podcast avec lui. Et dans ce temps-là, Mark Cuban, il était déjà multimilliardaire. Lui, il avait 3 milliardaires, right? Milliardaire, c'est ça? Milliardaire. Et quand lui a vendu Broadcasting, ouais. Il a tombé milliardaire avant de vendre les Nets. Là. Right? Et là, il y a l'audacité... Maverick. Mavericks. Dallas Mavericks. Il y a l'audacité de demander à Mark, dans ce temps-là, de faire un pod pendant qu'il y avait seulement 3000 subscribers, qui est ma situation actuelle au Québec. Mark Cuban, il a refusé. Et là qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a dit, you know what, je vais l'aider autrement. Dans ce temps-là, Mark, il développait une autre application je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est une application mobile. Alors, Patrick a proposé à Mark, si je t'amène 500 téléchargements, qui est énorme pour sa valeur de l'entreprise, est-ce que tu me permets de faire un pod? Il a dit oui, il a réussi à le faire. Bon. Il dit, ah ouais, je vais faire la même chose. Il y a une application qui sort, qui est en train de développer, pas qui a développé, qui est en train de pousser pour aller chercher encore plus de business. Il lui promet d'aller chercher 500 000 téléchargements. Et si j'ai réussi à le faire, Pat, dans ce temps-là, Mark a donné l'opportunité. Donne-moi l'opportunité. Et non, tu es fier de moi. Je suis un fonceur. Je te souhaite. Je suis un fonceur. Guess what? Non. Il me dit non. Il dit merde, c'est urgent, ça ne marche pas comme ça. Toi, tu me dis que tu vas avoir 5000 téléchargements. Moi, c'est pas ça que j'ai fait, c'est urgent.
Moi, je suis allé chercher 1000 téléchargements à Marc. Et là, après, j'ai eu mon podcast. Là, moi, je dis, je vais avoir son 1000 à ma conférence l'année prochaine parce que sinon, ça va être trop difficile, ça va être trop long. Il m'a dit, ça ne marche pas comme ça. Finalement, il a accepté de le faire d'une autre façon, que je suis en train de travailler là-dessus. Tout ça pour te dire que des fois, c'est juste le fait de bâtir des relations avec ces gens-là qui sont impossibles à approcher. C'est des multimillionnaires, leur conversation, leur taux horaire est de 100 000 par heure. Mais un gars comme moi qui a 3000 subscribers, trust me, d'ici 6 mois, j'ai réussi à faire un podcast avec lui. Pourquoi? Ben, je sais que je vais le réussir parce que le challenge qu'il m'a donné, je sais que c'est atteignable. Pourquoi j'ai jamais accepté un non? Puis j'ai continué à avoir ces conversations avec lui. Puis finalement, il a dit, I like you. I like your driveness. You know? Feels like it's been, like, it remembers myself a couple of years before. Alors, tout ça pour dire que c'est des fois, t'as pas besoin de l'argent, t'as pas besoin de l'influence, t'as pas besoin de tout. Le driveness, cette audacité que tu as. C'est ça qui est important. Puis, je suis 100% d'accord. C'est pour ça que le minimum à investir, c'est d'investir dans toi. Ouais. C'est ça le minimum. Puis combien ça coûte une bonne formation? Tu sais, tu peux télécharger Duolingo là, puis d'apprendre une autre langue, mais en même temps... Duolingo, oui. En même temps, c'est pas la même chose si tu vas en Colombie, tu vis un an. Tu comprends, ou même tu as un coach privé. Ouais. Il y a certaines personnes qui ils veulent avoir un contact avec Jean-Charles, mais ils sont pas prêts à donner à Jean-Charles la vente de bornes. Tu vois. Ils veulent avoir un contact avec toi, ils veulent ta business, mais ils sont pas prêts à te donner avant. Puis, tu sais, moi, ça fait 5 ans que je dépense des 5, 20, 30 000 de formation avec ce gars-là. J'ai investi pour que là, je suis dans son radar. Tu vois. Même chose pour ici au Québec, avec nos mondes. Des fois, on veut des choses, mais on n'est pas capable de donner. Combien tu es prêt à investir pour une relation? Relation, oui, c'est ça la question. Combien tu es prêt à perdre pour une relation? Ouais. Ça, là, c'est un conseil d'affaires un petit peu plus high level, mais moi, tu sais, quand je parle de mes repas avec mes octogénaires, là, il y a des gens, là, que des fois, tu sais, je pense à ma femme, des fois, comme tu t'en vas encore avec, tu sais, monsieur un tel, puis ouais, mais il me semble, vous êtes vus, il y a 2 semaines, ouais, mais il voulait, là, c'était lui qui voulait me voir, puis je descends à moi, j'habite dans les Laurentides, je descends à l'île des Sœurs le chercher, je l'amène, je sais pas, au Sofitel, puis on prend notre petit déjeuner, puis tu sais, je prends 2 heures, 3 heures à ma journée, qui n'a pas nécessairement un impact financier direct, mais comme cette personne-là, elle a vraiment beaucoup à m'offrir. Fait que j'ai investi du temps, un peu de sous, mais je m'investis dans une relation. Investir dans une relation, c'est... You never know, man. Puis, un autre conseil que je peux te donner, pour ajouter, investir dans des relations, de repérer des gens qui vont péter les chefs, qui vont aller très loin. Over-deliver. Over-deliver, mais les repérer puis investir sur eux au départ, c'est encore plus intéressant. Right? Aujourd'hui, j'ai fait le podcast avec toi à un certain niveau. Peut-être que dans 10 ans, tu vas être inatteignable. Puis... Alors, je suis chanceux. Ça a-tu été dur de m'avoir ici? Non, mais en même temps, j'ai bâti cette crédibilité. Si j'avais rien, aucune chose, est-ce que tu aurais accepté? Rien. Zéro. Absolument. Wow, t'es comme ça, OK. Ben non, mais... Ben, il y a du monde qui vont faire certaines recherches pour pas nécessairement abîmer leur image. Donc, ouais, ben c'est ça. S'il y a un risque réputationnel, bien sûr, mais ça aussi, je savais même pas que tu avais 3000 followers, je viens de l'apprendre. 3000 subscribers sur YouTube. Excuse-moi. Non, mais tu sais, je me suis pas mis de l'avant en te répondant. Tu me dis, hey, j'aimerais ça parler des petites unités. Écoute, je trouve ça sharp, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que tu veux venir m'en parler? Mais ça reste que tu me connaissais sur les réseaux, tu m'as déjà vu, right? Oui, c'est ça. Mais le snobisme que tu vis avec Patrick, c'est quand tu dois bien gérer ton temps. Quand tu arrives à un niveau où tu es extrêmement sollicité, et que tu dois apprendre à dire non. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, j'ai 38 ans, là, je ne suis pas dans une position dans ma vie où je dis non. Là. Je dis plus souvent oui que je dis non. Là.
est-ce que tu crois que tu vas arriver à ce niveau? Mais c'est pas un niveau financier qui va m'amener là. C'est un niveau de gestion de temps. La gestion de temps vient avec des niveaux financiers. Pas nécessairement. Parce qu'à un moment donné, si Pas nécessairement. Ça vient avec un niveau de responsabilité, un niveau de focus, un niveau de... Je veux dire, moi, je connais des gens que leur temps est prioritaire à l'argent. Leur qualité de vie est nettement supérieure à la mienne, mais pas nécessairement leur compte de banque. Ils ont une meilleure qualité de vie, puis ils ont priorisé leur qualité de vie, leur gestion de temps. Ils vont refuser des deals, ils vont refuser des entrevues, ils vont refuser le grind pour la qualité au bénéfice de leur qualité de vie. Et chapeau, là. Moi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. C'est juste moi, dans mon roadmap de vie, comme je sacrifie une portion de ma vie pour le grind. Et dans l'avenir, tu vas devenir plus occupé? J'espère le contraire. Ah, tu veux... OK. Avec la vitesse que tu avances, puis les ambitions que tu as, tu vas devoir déléguer c'est beaucoup. d'être plus intelligent dans nos fonctions. Mettre des plus intelligents dans les fonctions? Non, d'être plus efficace dans les fonctions que l'on opère, là, dans les tâches, dans les... Je suis... Je suis pas dans beaucoup de dans beaucoup de départements de mon entreprise. Là. Si je peux me sortir de d'autres départements et de me concentrer dans certains autres départements, je vais avoir plus de qualité de vie ou plus de temps. Mon rôle, là, c'est de me générer du temps, là. Et j'apprécie le fait que tu comprends un peu les deux réalités, ceux qui ils doivent valoriser leur temps, puis ils doivent choisir à dire non. Puis tu comprends cette réalité, puis l'autre réalité, tu le comprends également. Ouais. Tu l'as bien dit, tu l'as bien phrasé. C'est du monde qui ils doivent intelligemment choisir le temps. Mais oui. Ouais. Mais oui. Puis il y en a. Dernièrement, j'écoutais un podcast de Jeff Bezos, justement, que lui, ça a été très important. Tu sais, on a connu là, des visionnaires que leur temps était dédié à l'efficacité de leur vision. Donc, tout pour développer l'innovation, développer des produits, développer les services. Bon. Jeff Bezos était beaucoup plus impliqué dans les opérations que d'autres visionnaires qu'on a connus. Là. Okay? Puis je pense à un Ford que lui a créé la chaîne de montage, tu sais, où il a vraiment industrialisé la chaîne de montage, où lui, il a vraiment trouvé l'astuce rapidement d'être pas dans les opérations. Que personne soit finalement pris dans une opération. Tu sais? Donc, et juste pour revenir avec le fondateur d'Amazon, ben lui, c'est ça son struggle. C'est comme, comment je fais je veux me dégager du temps. Tu sais, l'homme le plus riche, ou un des hommes les plus riches sur la Terre, comme son enjeu est de trouver du temps. Mais comment il fait ça? C'est qu'il délègue beaucoup. Il est comme, hey, ce qui est important, c'est d'avoir des personnes clés et de leur domper ton problème. C'est pour ça que tu les paies. Quand on est là à toujours régler des problèmes, c'est que ça peut être à l'infini, là. Tu le sais, là. C'est à l'infini des problèmes. Que ce soit la qualité du son quand on va taper, quand tu vas écouter ça, que ce soit le dossier tantôt au bureau, que ce soit l'enjeu de recrutement ou que ce soit la température de l'air climatisé à part. Je veux dire, des problèmes, on peut en gérer des petits, des micros, comme des majeurs. Des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes de staff, des problèmes de business, des problèmes de partenariat. Est-ce que tu as du temps pour les gérer, ces problèmes-là, ou tu n'as pas de temps? Si tu t'es pas mis comme l'espace, c'est un rabbit hole. Absolument. C'est pour ça qu'il y a des board members, il y a des gens des talents que tu dois recruter afin de pouvoir réussir à opérer une entreprise performante et choisir où est-ce que tu vas mettre le plus de temps. Des fois, c'est juste les conseiller, en fait. Ouais. Board members, c'est ça qu'ils font, right? Comité aviseur.
Comment? Superviseur. Un comité aviseur. Donc, il t'avise, il te conseille. Super. Pour finir, on a fait un tour, Jean-Charles. Merci beaucoup pour ton temps. Pour les gens qui veulent te contacter, qui veulent investir. LinkedIn. C'est ça? C'est ça la question? Excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ou tu veux qu'il passe par toi? Vous pouvez subscribe. Non. Pas du tout. Mais c'est où est-ce que tu vas avoir des rankings là, pour Patrick? Là? C'est dans son entreprise à lui. Oui, c'est qui est? Qui est Minect, mais c'est impossible de... C'est moi qui dois travailler là-dessus. Okay. Mais merci, merci de... Passez par moi, comme ça je peux avoir... LinkedIn, Facebook, Instagram, ouais. Et tu as dit que tu cherches des investisseurs. On cherche des partenaires, des investisseurs. On cherche des capitaux, s'il y a des gens qui veulent investir des sous. Minimum combien? Parce qu'il y en a qui vont t'appeler avec 10 000. Peut-être que tu ne voudras pas. Je vais référer ces gens-là à différentes personnes. Non, mais on a quand même un gros groupe. Comme je te dis, on a un fonds d'investissement. Donc, il n'y a pas de minimum. Puis, tu sais, DM. C'est DM, case by case. Moi, j'adore ça. Si c'est juste, c'est quelqu'un qui est comme, j'ai 50K, qu'est-ce que je fais? Je peux diriger là, comme un QB, là, je peux juste diriger à la bonne personne. Comme, va voir, Segujan, il y a un de ses buddies qui est en train de faire un flip de sixplex. Ou, va voir, ici, il y a une opportunité. Ou quelqu'un qui a des opportunités puis qui veut juste avoir un petit moment, une consulte, quelque chose, là, on offre ça. Parfait. Mais merci tout le monde. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Merci à toi, Jean-Charles. Merci d'être venu. C'est très apprécié. J'espère que tu as apprécié cette conversation. Absolument. Et une chose qu'on n'a pas parlé, c'est tes enfants avec leur jogging. Parle-moi-en pas. Tu étais passionné ce matin. Mais vraiment, merci. Puis pour ceux qui veulent contacter, il est très accessible. Il répond. Puis de mon côté, si vous avez besoin de quoi que ce soit, financement alternatif, financement pour des petits logements, ça va me faire plus que plaisir de vous aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Lâchez pas. Boum.